Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Alors aujourd'hui, on va pas faire une grosse vidéo. Je vous avais promis de vous faire une vidéo sur ce livre, mais je vais simplement vous donner un certain nombre de ressentis par rapport à ce que j'ai pu voir dans ce livre et vous dire s'il vaut le coup ou pas. Je veux parler évidemment de ceci. Le fameux Enquête sur un virus, signé par Philippe Aymard. Philippe Aymard qui est un journaliste. Force est de constater que dans le livre, il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup d'informations dont on a pu traiter, dont on a pu voir, entendre, surtout si vous êtes intéressé finalement à cette année de Covid avec toutes les polémiques, les histoires, les complotismes qui ont pu apparaître. C'est un livre qui est très accessible, qui présente un certain nombre de faits, qui après vous laisse un petit peu, vous faire un petit peu votre avis. Alors, en survolant assez rapidement, la page de garde commence par « Je parle du médicament hydroxychloroquine lorsque ce médicament oral peu coûteux est administré très tôt au cours de la maladie avant que le virus n'ait eu le temps de se multiplier de manière incontrôlable. Il s'est avéré très efficace, surtout lorsqu'il est administré en association avec un antibiotique, l'azithromycine ou doxycycline et le supplément nutritionnel, le zinc. » Très rapidement sur l'auteur, Philippe Aymard est diplômé de l'IUT de Toulouse et a exercé pendant 10 ans à SIPA Press avant de devenir correspondant permanent aux États-Unis, puis rédacteur en chef à Paris de l'agence presse Corbis, Sigma. Ses travaux ont été publiés dans l'ensemble de la presse mondiale. Donc voilà pour très rapidement le profil de ce monsieur. Donc dans le livre, il y a un certain nombre d'affirmations qui sont reprises comme celle sur l'hydroxychloroquine que je viens vous donner. Et on commence très fort dans ce livre avec le vrai décor des scientifiques tués et des usines de chloroquine qui volent en éclats. Et force est de constater qu'en effet, on a par exemple Barry Sherman et Honey Sherman qui sont morts le 15 décembre 2017 alors qu'ils étaient propriétaires d'un grand laboratoire canadien, l'Apotex. L'Apotex qui donc va faire un certain nombre d'études et va faire un dépôt de brevet sur la fabrication de l'hydroxychloroquine est-il mobile direct du double assassinat de monsieur et madame Sherman. Donc apparemment il y a en effet un produit en jeu. On a par exemple, il met le 12 juillet 2019, la société Famar de Saint-Genis-Laval, près de Lyon, était la dernière usine française à fabriquer des pilules de chloroquine. Sous-traitante du laboratoire Sanofi et Merck, elle a pourtant été mise en faillite le 12 juillet 2019 sur le fonds américain KKR afin de passer sous le radar des médias grâce aux grandes vacances. La liquidation a été organisée par le Wedge Fund qui a des relations économiques poussées avec Pfizer qui fabrique le vaccin anti-Covid-19. Quelques années auparavant, Pfizer a vendu à KKR sa filiale Capsugel pour 1,7 milliard d'euros. La tribune notait à ce moment-là que l'action Pfizer prenait 0,69% à 20,52$ vers 15h25 GMT, surperformant légèrement le Dow Jones qui gagnait 0,18%. On avait déjà entendu parler de ça. Vous avez par exemple le docteur Richard Valéry Mozoco Kibung, qui est mort le 19 avril 2019. La cause de son décès, assassinat. Qu'est-ce qu'il avait de particulier, ce monsieur? C'était un épidémiologiste camerounais qui travaillait pour le programme Ebola de l'OMS au Congo et qui a été tué dans des conditions vraiment curieuses alors qu'il participait à une réunion de service dans une salle de l'hôpital universitaire de Butembo. Une bande armée a pénétré dans l'établissement et montré dans la salle et a tué précisément ce médecin. Les autres médecins n'ont été que blessés. Le 8 octobre 2019, Agnès Buzyn, ministre français de la Santé, demande à l'Agence nationale de sécurité du médicament de saisir l'Agence nationale de sécurité sanitaire pour effectuer le classement de la chloroquine, médicament vieux de 80 ans, en vente libre partout dans le monde, dans la catégorie des produits vénéneux. Le 12 novembre 2019, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, ou ANCE, a rendu son avis et a donné son accord pour que la chloroquine devienne un médicament interdit à la vente, car produit vénéneux. Ça, évidemment, on en avait entendu parler. Et le 13 janvier 2020,
donc la pandémie commençait déjà à faire son ouvrage et à s'étendre, le journal officiel de la République française, sous la plume de Jérôme Solomon, déclare que la chloroquine est poison, c'est-à-dire substance vénéneuse. Le docteur Peter Salama, mort le 23 janvier 2020, il était épidémiologiste australien diplômé de Harvard et il est mort soudainement à 51 ans d'une crise cardiaque alors qu'il était en pleine santé. C'était un collègue du docteur Muzuko Kimbung. Le docteur Salama avait occupé divers postes de Médecins sans frontières et à l'UNICEF pendant 14 ans et ensuite à l'OMS en 2016. Il était particulièrement connu pour son travail en Asie et surtout pour ses réponses en épidémie Ebola en Afrique, en particulier au Zimbabwe. Ce qui peu savent, c'est qu'il était surtout membre du service d'espionnage spécialisé dans les virus, les Epidemic Intelligence Service, qui dépendent des États-Unis, c'est-à-dire l'US Center of Disease Control and Prevention. CDC. On a le docteur Francis Plumer, canadien, spécialiste mondial de la maladie infectieuse, qui travaillait sur le vaccin pour traiter le VIH-Sida et avait dirigé l'unique laboratoire P4 au Canada. C'est précisément son laboratoire qui a été victime d'un vol de virus Ebola en 2009, puis de nouveau en 2014 et une dernière fois en 2019. Au moment de sa mort, le docteur Plumer était proche de la mise au point d'un vaccin contre le VIH, cause du décès, crise cardiaque, alors qu'il était en vacances tranquillement avec sa famille au Kenya. Le docteur Li Weilong, alors vous le connaissez puisque c'est ce fameux médecin chinois qui avait lancé une alerte qui a commencé à remuer un petit peu dans les brancards. Il était ophtalmologiste à l'hôpital central de Wuhan. Il a été l'un des premiers médecins à rendre l'épidémie de coronavirus publique le 30 décembre 2019 en envoyant un message à ses amis et confrères via les réseaux sociaux WeChat. Son message devint viral et le soir même, la direction de l'hôpital a demandé à ses médecins et infirmiers de ne pas diffuser de fausses rumeurs. Dans la foulée, le docteur Li Weilong a été réprimandé. Le 3 janvier 2020, il a été convoqué par la police chinoise locale qui lui a demandé de signer une lettre de confession autocritique pour avoir répandu de fausses rumeurs. Cause de son décès, Covid-19. 5 jours plus tard, il contracte évidemment le Covid-19 lors d'une consultation qui nécessite son hospitalisation, laquelle va durer 1 mois. Les autorités constatent son décès le 6 février 2020 et le Parlement du Parti communiste l'élèvera à l'ordre du martyr, ainsi que 13 autres médecins de l'hôpital central de Wuhan. En effet, ces mêmes médecins qui ont été réprimandés, mais qui ont été réprimandés par les services locaux, c'est-à-dire par le gouverneur local, finalement, s'avèrent être aujourd'hui des héros. On a aussi le docteur Byung-Young qui est mort le 2 mai 2020, médecin-chercheur, professeur d'université de virologue chinois de Singapour. Byung-Young exerçait à l'université de Pittsburgh et travaillait sur le virus SRAS. Son entourage a expliqué qu'il était tout près d'une découverte capitale sur le Covid-19. Comme par hasard, il a été abattu de plusieurs balles dans la tête aux États-Unis. Son assassin, Wao Gu, a été retrouvé à quelques kilomètres plus loin, à proximité de sa voiture, lui aussi avec une balle dans la tête. Ça vous rappelle quelque chose ? Le docteur Gita Ramji est morte le 31 mars 2020. Madame Ramji était un médecin et chercheur né en Ouganda, reconnu pour ses résultats sur les vaccinations et son travail sur le VIH. Elle est morte soudainement à la suite de complications dues à Covid-19, alors qu'elle devait donner une grande conférence à Londres, donc décédée du Covid-19. Vous avez la directrice des ambulances de dispatch de l'hôpital de la Cité des Étoiles, ville bâtie en 1963 pour les cosmonautes russes. Elle s'appelait Natalia Lebedeva et a été traitée à Moscou après avoir été infectée par le Covid-19. Curieusement, les autorités l'ont retrouvée morte après une défenestration depuis le 6e étage de son hôpital. Vous avez aussi le chauffeur de l'OMS, mort le 21 avril 2020. Ce chauffeur de l'OMS transportait des échantillons de Covid-19 pour le compte de l'OMS et les Nations Unies. Il a été attaqué à Maynard et le conducteur de la voiture appartenant à l'OMS a été tué sur le coup. La presse a mis cela sur une attaque criminelle. Cause du décès, assassinat. Vous avez également la docteure Yelena Nepolniachkaya, morte le 6 mai 2020. Elle travaillait à l'hôpital régional des anciens combattants de la ville de Krasnoyarsk en Sibérie. Elle se plaignait auprès de sa direction de la pénurie d'équipements de protection personnelle et s'opposa à la réaffectation d'un bâtiment à l'hôpital pour héberger 80 personnes Covid-19 en raison d'un manque de formation appropriée du personnel. Sur la chaîne de télévision russe TVK, quelques jours après le conflit avec sa direction, la docteure Nepolniachkaya chutait depuis le 5e étage de l'hôpital. Elle avait 2 enfants. Alexandre Choulepov,
était urgentiste à l'hôpital de Voronezh. C'était plein dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux russes, le fameux VK, Vkontakte, le Facebook russe, c'est Vkontakte, ça fait plutôt allemand, mais enfin bref, d'être obligé de travailler alors qu'il était lui-même infecté par le Covid-19. Interrogé par la police pour diffusion de fausses nouvelles, il a enregistré une seconde vidéo, visiblement sous le contrainte, pour se rétracter. Dans ses aveux filmés, il explique qu'il avait diffusé cette vidéo sous le coup de l'émotion. De son côté, le directeur de l'hôpital a affirmé que l'établissement ne manquait de rien. Le lendemain, Alex Choulepov sautait par la fenêtre du second étage de l'hôpital. Au cours du mois de juin 2020, le président Vladimir Poutine a reconnu qu'il était difficile de fournir des équipements de protection individuelle aux médecins. Et il y en a comme ça des paquets. Vous avez Thomas Schreifer, mort le 6 mai 2020, qui était ministre des Finances de la région allemande de Hesse, qui comprend la ville de Francfort, où se trouve la Banque Centrale Européenne. Thomas Schreifer, homme de confiance d'Angela Merkel depuis des décennies, a été retrouvé mort près d'une voie ferrée. Il s'est suicidé parce qu'il était terrorisé par les implications financières qu'entraînerait un confinement et un blocage global de l'économie allemande et de ses conséquences sociales. Cause du décès, alors qu'il était papa de 2 enfants en bas âge, suicide. Et puis ça continue. Brandy Vangan, morte le 7 décembre 2020, elle était ancien cadre dirigeant de Pfizer. Vous avez Alexandre Ganetsky, qui était chercheur universitaire russe, spécialiste des cancers. Il a passé plus de 10 ans à l'université d'Édimbourg. Notons que la défenestration est le principal méthode utilisée par les services pour les meurtres commandités, parce que cela ne laisse pas de traces et laisse à penser à un suicide. Et qu'est-ce qu'il avait, ce monsieur? L'enquête qu'il a menée a montré qu'il a été poignardé avant d'être jeté par la fenêtre. Il travaillait sur le vaccin contre le Covid lorsqu'il a été retrouvé mort, jeté par la fenêtre avec un coup de couteau dans le dos. Compliqué. Et voilà, ça continue, hein, il y en a plein. L'inventeur du premier test Covid-19 via la salive, un test ultra rapide, c'était le docteur Andrew Brook. Lui aussi, il est mort le 20 janvier 2021. Il était professeur en neurosciences et en biologie cellulaire à la Rudyard University et il est mort brutalement, selon les premières communautés officielles, ce qui, dans 90% des cas, veut pudiquement dire suicide. Son test a reçu l'approbation des autorités sanitaires américaines, la FDA, en avril 2020, et a permis de réaliser près de 4 millions de tests non invasifs depuis le janvier 2020. Cause officielle du décès, crise cardiaque à 51 ans. Et voilà, et donc, il y a quand même des gens, c'est quand même bizarre. Donc il y en a un certain nombre. Pourquoi la Covid-19 a déchaîné des médias et pas la tuberculose? Voilà, donc là il aborde un peu toutes les problèmes médiatiques. C'est intéressant, alors je ne vais pas vous lire tout le livre évidemment, parce que sinon il y en aurait pour des heures, donc il donne une liste des maladies infectieuses entre 1950 et 2020, donc il parle évidemment de l'évolution des différentes pandémies récentes, pour donner un peu un outil comparatif, comment il y a eu une gestion, comment ça s'est passé, comment ça s'est produit, etc. Et par la suite, il nous fait véritablement une chronologie de ce qui se passe, mais une chronologie qui remonte, qui remonte sans vouloir me tromper, à 97. Donc à partir de mai 97, donc il fait une chronologie à partir de la grippe aviaire, la H5N1. Avant ça, il aborde un petit thème aussi non négligeable, histoire de remettre un petit peu les choses dans le contexte, c'est le jour où Bill Gates a décidé de sauver le monde. Et dans ce livre, il nous raconte la rencontre entre Bill Gates et un auteur dont le nom m'échappe, je vais peut-être le retrouver. Si je ne le retrouve pas, de toute façon, je vous le mettrai, parce que c'est en fait une rencontre qui a été sans doute cruciale, qui a été organisée, on va dire, entre Bill Gates et ce monsieur, qui est un auteur, poète à l'origine, et qui avait plu un certain John Fitzgerald Kennedy Jr., qui avait créé un journal qui s'appelait George. Et il se trouve que dans le numéro de février 97, il y a une interview exclusive de Bill Gates, et il y a aussi un article sur comment voyez-vous les risques dans le futur, et plus particulièrement avec une date précise, 2020. Je vous mettrai le lien de ce Georges. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un archivage qui inclut
l'article en question, parce qu'il y a des articles plus grand public, mais comme par hasard, cet article, non pas celui de Bill Gates, mais celui de ce monsieur, de ce poète, où vous avez donc différentes personnalités selon leur spécialité, etc., qui expliquent leur vision des choses, etc., ont disparu. Et j'ai réussi quand même à trouver une source que je vous mettrai en lien. Et donc c'est cette rencontre qui nous est expliquée dans le livre, qui va être déterminant pour Bill Gates, mais aussi pour Melinda Gates, parce qu'à l'époque, Melinda et Bill Gates, Bill qui est quand même à l'époque en pleine guerre avec sa société Microsoft, qui est sous le coup d'une loi, sous le coup de la fameuse loi antitrust, mais tout d'un coup, Melinda et Bill découvrent la pauvreté, découvrent la misère du monde, découvrent l'insalubrité, les problèmes sanitaires qu'un certain nombre de gens rencontrent dans un certain nombre de pays. Oh mon Dieu, il faut aider ces gens. Et c'est de là que tout va partir. Et ils vont évidemment s'intéresser à tous les problèmes, les maladies, les bactéries, les virus. Et c'est comme ça que Bill Gates va devenir notre spécialiste, dieu pharaonique de la Covid. Et donc, dans le livre, vous avez donc une chronologie un peu de tous les événements. Il y a une chronologie qui est très intéressante, qui concerne deux scientifiques de l'Institut de virologie de Wuhan, Xingyingji et Qi Zhenli, qui le 9 novembre 2015, utilisent la génétique inverse pour générer un virus chimérique, créé en combinant des cellules d'un génotype distinct, qui ressemble, à s'y méprendre, au nouveau coronavirus Covid-19. Sur la base de ces découvertes, nous avons dérivé synthétiquement un virus recombinant SHC014, infectieux, pleine longueur, et avons démontré une réplication virale robuste, à la fois in vitro et in vivo. Pour confirmer, affiner ces découvertes, un article de Nature Médecine mentionne également des poumons humains pour les cultures d'AOH qui ont été achetés dans le cadre du protocole approuvé par l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, le Chapel Hill Institutional Review Board. Vous voyez, SHC014. On est en 2015. L'auteur continue, la chronologie, 2018, Institut virologien publie communiqué de presse en anglais annonçant la visite de l'ambassadeur américain Rick Switzer, le 27 mars 2018. Avant ça, le 5 janvier 2018, donc 15 ans après la pose de la première pierre, le laboratoire P4 de Wuhan est inauguré en présence de plusieurs ministres français et chinois et Alain Mérieux, patron du groupe pharmaceutique Mérieux, ainsi que Yves Lévy, président à l'époque de l'INSERM, et Marie-Agnès Buzyn, ministre de la Santé. C'est un bijou de technologie qui aura coûté un peu plus de 300 millions de yuan, soit environ 38 millions d'euros. Et donc, vous avez une différente visite. Les Américains s'inquiètent un petit peu de ce laboratoire P4 et donc envoient leur ambassadeur américain. Et donc l'ambassadeur américain, il va revenir. L'Institut de virologie de Wuhan efface de son site le communiqué de presse concernant la visite de l'ambassadeur américain Rick Switzer le 6 avril 2018. Le 5 juillet 2019 au Canada, le virologue chinois Kyung-Xiang Yu et son mari biologiste Qian Kending ainsi qu'une quinzaine d'étudiants chinois sont escortés hors du laboratoire national de microbiologie de Winnipeg. C'est le seul laboratoire de niveau de biosécurité 4 du Canada certifié également pour traiter les maladies les plus mortelles comme Ebola et SRAS. Il est dirigé par le Dr Francis Alan Plumer qui décédera début 2020 d'une crise cardiaque alors qu'il était en vacances avec sa famille. Vous vous souvenez de celui que je vous ai donné au début? Les journalistes indiens avaient enquêté et découvert que Madame Qiu et son mari M. Cheng étaient des agents affiliés au programme de guerre biologique chinois. Entre-temps, notre ambassadeur, lui, il a donné son rapport et il a dit pas bon ce P4. Il y a des trucs qui vont pas, il y a des trucs qui collent pas, il y a des défaillances de sécurité, etc. Sauf que, apparemment, c'est tombé aux oubliettes.
Le 18 octobre 2019, date importante, parce qu'il y a deux événements qui se produisent à cette date. Début de l'exercice Event 201 qui simule une pandémie mondiale de SRAS. L'OMS et la fondation Bill et Melinda Gates, y participent. Sauf que le 18 octobre 2019, en même temps, c'est l'ouverture des Jeux militaires 2019 à Wuhan, dont l'inauguration est menée par le président chinois Xi Jinping. Le 17 novembre, un jour avant, le quotidien South China Morning Post rapporte que, selon les données du gouvernement, un homme de 55 ans pourrait avoir été la première personne à contracter le SRAS en Covid-2 le 17 novembre à Wuhan, en Chine. Une date qui est bien antérieure à toute déclaration officielle. Le 18 novembre, l'Institut de virologie de Wuhan publie une offre d'emploi qui vise à pourvoir 2 boursiers post-doctoraux qui prendront les chauves-souris comme objet de recherche et fourniront des réponses concernant le mécanisme moléculaire qui peut coexister entre Ebola et les coronavirus associés au SRAS pendant longtemps sans provoquer de maladie ainsi que sa relation avec la transmission par aérosol et la longévité du virus. Le 1er décembre 2019, The Lancet publie un article dont l'auteur est le professeur Shaoling Run. Il indique que la date d'apparition des symptômes de l'un des premiers patients officiellement confirmés Covid-19 était le 1er décembre 2019. Le professeur Yuan Zhengji, co-auteur de l'article, est le directeur de l'unité de soins intensifs de l'hôpital de Jinmuntan de Yuan. Le professeur a déclaré à la BBC que le patient zéro était un retraité dans la soixantaine qui était alité à cause d'un accident vasculaire cérébral. Le patient n'avait jamais fréquenté le marché de Yuan. Et ça continue comme ça, le descriptif des événements, jusque voilà, l'alerte faite par cette médecin chinoise, qu'on retrouve d'ailleurs dans les mails de Fauci, toute la story du docteur Lui Liang, celui qui est décédé de Covid-19. Et on va comme ça jusqu'au 10 janvier. Les autorités chinoises publient la première fois la séquence de référence ARN du SRAS Covid-19. C'est sur cette séquence que le professeur Raoult va commencer à travailler. Et que dans la même époque, je crois fin janvier, début février, qu'il va commencer à parler de la chloroquine. Parce que les Chinois ont commencé leurs essais avec, d'un côté la chloroquine, d'un côté le fameux remdesivir. Et oui, Gilead, ayant senti le vent venir, a fait une proposition aux autorités chinoises de santé d'expérimenter le remdesivir dans leurs essais randomisés, pour essayer de lutter contre le Covid-19. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant parce que c'est détaillé, et puis en plus de ça, à la fin du livre, il y a les sources. Donc il n'y a pas à dire, ou non, c'est de l'affirmation gratuite, non. Les informations qu'il donne dans cette chronologie sont sourcées. Donc à partir de là, ça va donc jusque, voilà, toute la période février, et ça va jusqu'à, on a évidemment à un moment donné où quand ça va commencer un petit peu à paniquer, la déclaration de l'OMS pour une raison pandémique, et puis voilà, après c'est tout le scénario qui se déroule. Concernant le fameux Event 201, le fameux Event 201, eh bien dans le livre, il décortique l'ensemble des participants. On a par exemple Adrienne Thomas, de Johnson & Johnson, Avril Haines, former US Deputy National Security Advisor, Brad Connett, Henry Chain, Christopher Alias, Bill and Melinda Gates Foundation, le Dr Kathleen River, qui travaille pour John Hopkins Center of the Security, vous avez Edward Martinez de l'UPS Foundation, George Diao de China CDC, Asti Taghi de NBC Universal, puisqu'ils ont, je rappelle, l'Event 201, c'était un scénario, donc un scénario en temps réel, avec des interventions, des reportages télé, etc., pour justement voir comment on allait organiser tout l'ensemble des acteurs, tant à la fois de santé, d'organisation économique, financier,
médiatique et parce que, évidemment, il faut aussi contrôler un petit peu l'opinion. Vous aviez Jane Elton de l'ANZ Bank Group, Latoya Abbott de Marriott International, l'Aventiru, Monetary International, enfin voilà, il y en a un sacré paquet, il y a des gens de Lufthansa, de l'Allemagne, des Nations Unies, il y a également de formerly World Bank Group, l'US CDC, évidemment. Donc voilà, il y a pas mal de gens qui représentent en fait des professionnels, on va dire, des différents secteurs, comme je vous l'ai expliqué. Et dans le livre, il met également, à partir d'octobre 2019 et surtout janvier 2020, des fortunes colossales ont été réalisées à Wall Street, en particulier avec l'action Moderna, qui est une filiation avec Bill Gates. Progressivement, les actions des grands laboratoires sont montées au fur et à mesure de l'avancée du virus, à l'exception de Gilead, qui s'est effondré en mai 2020, face aux premières polémiques et aux premiers résultats très négatifs du fameux Remdesivir. Donc voilà, il y a vraiment de quoi vraiment s'informer sur la question. Donc ça continue, hein. On a également beaucoup de documents copiés, etc. Il y a un article, il y a un chapitre pardon, sur le laboratoire canadien qui a été volé par le biologiste de l'OMS. Donc il y a vraiment un petit historique qui est assez intéressant. La très mystérieuse Madame Cheng, hein, Madame Cheng qui est Mademoiselle Xiao Junqiu a obtenu son diplôme de médecine à l'université médicale de Hemki en 1985. Son parcours devient intéressant à partir de 1996 lorsqu'elle arrive au Canada, officiellement pour terminer son cursus universitaire. Ses 10 premières années, elle va les consacrer à son travail à l'Institut Cellules Biologie pour le compte du département pédiatrie et santé de l'enfance à l'université canadienne de Manitoba. Et puis voilà, on a vraiment un petit descriptif un peu de ce que la dame a fait. Ensuite, vous avez Pékin lance ses pirates sur les laboratoires, l'Institut Pasteur perd les virus, et oui, communiqué de presse, Paris, 12 avril 2014, l'Institut Pasteur a, dans le cadre des procédures d'inventaire réglementaire habituelles, 2014, constaté la perte de tubes contenant des fragments du virus du syndrome respiratoire aigu sévère, SRAS, témoignant d'un défaut de traçabilité sur certains échantillons. Ça aussi, on l'a oublié. Le laboratoire P4 Made in France, donc là il fait évidemment un petit peu le descriptif de l'évolution au niveau de l'offre, de la mise en place, etc. Le renseignement américain perdu dans ses analyses, bah oui en effet, il y a de quoi, puisque quand on est dans une pleine manipulation, il y a un moment donné où quand on a un président qui s'appelle Donald Trump et qui, justement, Donald Trump, le 19 février 2020, Donald Trump précisait en parlant des dirigeants chinois, je suis convaincu qu'ils essaient très fort, ils y travaillent, ils ont construit un hôpital en 7 jours et maintenant ils y construisent un autre, je pense que ça va bien marcher. Mais le 13 mars, il déclarait l'état d'urgence pour les États-Unis et le 2 octobre 2020, lui-même a été infecté par le virus chinois. Le couple présidentiel a dû s'isoler alors en campagne présidentielle. Le docteur Fauci et l'Union européenne savaient-ils à l'avance ce qui allait se passer ? Eh bien, je rappelle, ce livre, il a déjà plusieurs mois. Donc là, tout d'un coup, l'auteur n'avait pas encore les mails. Et finalement, on retrouve exactement ces fameux mails. Alors, le livre également, il parle d'un truc que j'avais également, sur lequel j'étais également tombé. C'est une bande dessinée commandée par l'Union européenne qui avait été publiée le 31 janvier 2012 et qui s'appelait Infected, infecté. Ce qui veut dire qu'elle a été commandée au minimum en janvier 2011. Le scénario est le suivant, il colle parfaitement à ce qui s'est passé en janvier 2020. Madame Cheng Liwen, une chinoise, et son amie qui vit dans le futur, doivent convaincre les dirigeants du monde entier d'agir ensemble pour sauver le monde, ce qui rappelle le scénario du film L'Armée des 12 singes. Au final, l'Union européenne réussit à sauver la planète d'une pandémie qui aurait pu tuer tous les habitants. La BD a été réalisée par Laurent Durieux, Yuan Jianhuit, Ségolène Ferté, Jean-David Morvan, Alain Van der Mens et Walter Pezzali. Elle peut être téléchargée, je vous donnerai également le lien de cette bande dessinée.
On y retrouve également le fameux spectre pharmaceutique, du fameux club Dolder. Souvenez-vous, dans une des vidéos, je vous en ai parlé, ce groupe Dolder, qui est un groupe un peu, on peut assimiler ça à une sorte de Bilderberg, mais un Bilderberg de la pharmacologie, qui appartient aux 10 plus grandes compagnies pharmaceutiques, fondées en 1920. Il obtint ses lettres de noblesse en fabriquant depuis 1940 la pénicilline de manière industrielle, et en 80, il a lancé sur le marché le Prozac, un antidépresseur puissant qui allait défrayer la chronique. Voilà, donc là, il explique un petit peu le club Dolder, qui est un club assez secret, comme je vous l'ai dit. D'ailleurs, il précise, chaque laboratoire pharmaceutique travaillant sur un vaccin quelconque contre la Covid-19 s'est vu attribuer des sommes astronomiques par l'administration. Voici un cours récapitulatif avec les montants distribués à partir des impôts du peuple américain. Donc l'administration, c'est le CDC. Johnson & Johnson a reçu 456 millions, Moderna 483, AstraZeneca 1,2 milliard, 450 millions pour Regeneron Pharmaceutical, 1,6 million, donc 1,6 milliard à Novavax, 1,9 milliard à Pfizer, 472 millions toujours à Pfizer en deuxième, 265 à Fujifilm. Fujifilm, oui, je sais, c'est les films, mais ils font aussi de la recherche. 2 milliards à Sanofi et GSK, 1 milliard à Johnson & Johnson, encore une fois de plus au Syncoute, 1,5 milliard à Moderna, encore une fois de plus, et 375 millions à Eli Lilly. Voilà, donc le contribuable américain ne sait pas que ces impôts ont servi à donner des gros sous à tous ces labos pour que, vite, trouvez-nous un vaccin, on va vous aider, etc. Donc voilà, il y a des documents dans le livre. Un cas pratique d'infection du Diamond Princess. Là aussi, dans le livre, il parle de ce fameux bateau, qu'est-ce qui s'est passé sur ce bateau, comment ça a été géré, comment on a analysé la situation, comment on a découvert et comment gérer la contamination. Un virus aussi mutant que certains médecins. Là encore, pas mal de données, alors c'est des données un petit peu plus précises, mais encore une fois de plus, ça aide à réfléchir. Cette chloroquine qui empêche les laboratoires de vendre leurs vaccins. Là encore, évidemment, on ne peut pas faire un livre sur une enquête sur la Covid-19 sans parler de la chloroquine. Didier Raoult et la Chine contre les médias. Je rappelle, Didier Raoult a été le premier à parler de l'hydroxychloroquine, alors qu'il avait fait en fait les premiers essais qu'il avait fait sur, je crois, une cinquantaine de personnes. Donc évidemment, essais sur une cinquantaine de personnes, c'est pas très représentatif, etc. On lui avait reproché de ne pas avoir respecté scrupuleusement les protocoles, etc. Sauf que, évidemment, plusieurs mois plus tard, on a accepté l'idée de ne pas respecter les protocoles sur le développement des vaccins parce qu'il y a urgence. Donc, on est en train de vacciner tout le monde avec des vaccins qui officiellement ne sont pas validés, et c'est-à-dire qu'ils n'ont que une commercialisation ou un usage temporaire autorisé et sous la responsabilité des organismes de santé, mais le professeur Raoult, en fait, avait fait ses études, son étude randomisée, mais en continuité de ce que les Chinois avaient déjà fait, à partir du mois de décembre. Et d'ailleurs, pendant un temps, on trouvait le rapport chinois randomisé avec hydroxychloroquine et remdesivir. Malheureusement, impossible de retrouver et de remettre la main dessus. Les tests PCR modifiés et contaminés par avance. Là aussi, alors là, attention, on est dans la conspiration. Bon, sauf que le problème, c'est qu'il y a quand même des éléments... là, on n'est plus dans la conspiration. Ça pose des questions auxquelles on n'a pas franchement des réponses, parce que les gens qui sont censés donner les réponses ne les donneront pas. Passeport vaccinal mondial et base de données des vaccinés. Eh bien, on est en panin dedans. L'État choisit Microsoft pour les données de santé et crée la polémique. Quel heureux hasard! Surtout en ce moment, à l'heure actuelle, où il y a des gens sur les réseaux sociaux qui, suite à l'élection de dimanche, vu à cette abstention, on commence à lire des gens, oui, il faut obliger les gens, il faut rendre le vote obligatoire, et puis le fait peut-être que les gens sont trop feignasses pour se bouger, pour aller sur un bureau de vote, donc le vote électronique. Ouais, sauf que le vote électronique... alors, il y a une personne qui m'assure, oui, il y a les technologies. Je dis, mais c'est pas le problème des technologies, c'est le problème des gens qui sont derrière les technologies. C'est ça le problème. Les technologies, elles sont fiables.
les technologies, sécurisation des données, etc., c'est des trucs qui sont très performants. Les encryptages, etc., c'est très performant. Mais le problème, c'est que, vous savez, c'est un peu comme les virus dans les années 80, 90 surtout. Hein, c'est-à-dire qu'on vous vendait de l'antivirus pour lutter contre le nouveau virus, ce même nouveau virus qui a été payé par les sociétés qui font les antivirus. Vous voyez, la boucle est bouclée. Hein, c'est-à-dire que, surtout qu'en plus, quand vous avez aujourd'hui des sociétés qui, lorsqu'elles développent des systèmes de cryptage, de sécurité, etc., sont obligées de laisser des backdoors pour les agences de renseignement américains. Hein, souvenez-vous de Palantir, la vidéo que je vous ai fait sur Palantir. Ben là, c'est pareil. Donc, à partir du moment où vous laissez des backdoors, ben, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, pour reprendre cette expression. Et donc voilà, oui, alors, tous les articles, vous voyez, il y a plein de copies d'articles, de copies d'articles avec les références, avec les adresses, HTTP, etc., pour retrouver les articles originaux. Virus naturel ou artificiel? Eh bien oui, au final, on se pose la question, et la question, elle reste posée aujourd'hui, et elle est légitime, à savoir, est-ce qu'on aura un jour la réponse? À savoir, est-ce que c'était un virus fabriqué? Alors attention, quand je dis fabriqué, il y a des gens qui disent non, de toute façon, il ne peut pas être fabriqué parce que vu le contenu, vu les cellules, vu la structure même du virus, etc., c'est pas un virus fabriqué. On le verrait si c'était un virus génétiquement modifié. Sauf que vous pouvez fabriquer des virus avec des voies naturelles. Puisque par défaut, nous savons que les virus évoluent. Les virus mutants sont la preuve que les virus évoluent. Donc il suffit de cultiver ces virus, sans en modifier, sans en perturber le fonctionnement au niveau cellulaire. Et vous pouvez réussir à développer des virus naturels. C'est évident que si vous développez un virus pour faire une attaque biologique, l'intérêt, c'est de ne pas laisser de traces que le virus il a été fabriqué génétiquement. Vous allez fabriquer un virus qui, auprès et aux yeux de tous les grands experts, de tous les spécialistes en virologie, vous diront non, ce virus-là est naturel, il n'est pas fabriqué, il n'est pas génétiquement modifié. Mais si vous leur posez la question, oui, mais est-ce que c'est un virus qui pourrait éventuellement être cultivé, avoir été cultivé en laboratoire? Ah là, ça change tout. Et c'est un peu tout, voilà. Après, il y a d'autres interventions, et vous avez donc à la fin, vous avez toutes les références, donc la table des matières. Donc voilà, c'est vraiment un bouquin qui rassemble un ensemble très... alors synthétisé, mais donnant des voix à exploiter, des voix à regarder, des voix à analyser, à comparer, etc. Ce n'est pas un livre complet sur la Covid-19, c'est un livre, je dirais, vulgarisant sur cette pandémie, et vous donne véritablement dans ce livre des éléments de réflexion, des éléments de recherche, et aussi de l'argument sourcé. Et c'est ça qui est le plus intéressant. Donc voilà, je vous incite à vous procurer ce livre. Je fais de la publicité à ce monsieur qui est le Jardin des Livres, qui est monsieur Pierre Jovanovic. Donc si vous voulez acheter ce livre, vous pouvez le trouver directement sur son site, le Jardin des Livres. Vous pouvez le trouver sur Amazon aussi, puisque moi je l'ai trouvé sur Amazon en version française. Il a mis un petit peu de temps à arriver, hein, parce que évidemment il est venu de France. Donc si vous voulez vraiment avoir de l'argument face aux rageux qui veulent absolument nous faire passer pour des conspirationnistes, pour des auteurs de fake news ou des affabulateurs, etc., eh bien, au moins avec ce livre, vous aurez des sources, vous aurez des éléments comparatifs, vous aurez des éléments de réflexion à mettre en face à tous ces gens qui croient tout savoir et tout connaître. Voilà. Comme promis, je vous ai fait cette vidéo sur ce livre-là, et puis nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, que puis-je vous dire d'autre, si ce n'est, portez-vous bien.